En direct du Salon international de l'agriculture, depuis le stand de la coopération agricole, le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Mais quel bonheur d'être avec vous, amis auditeurs, depuis ce salon de l'agriculture, cette 62e édition qui certes ne connaît pas la présence des bovins, mais qui ici dans les couloirs, en tout cas du côté du parc des expositions de Versailles, commence à se remplir de chaleur humaine, d'experts, d'anecdotes à raconter et aussi de discussions, de débats, dont celle qu'on va avoir jusqu'à 10h avec cette question que l'on vous pose sur le site sudradio.fr, sur l'application et les réseaux sociaux. La France a-t-elle encore les moyens d'être une puissance agricole? Ce sujet, on va l'aborder avec Daniel Palot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Éleveur de Gascogne des Pyrénées à Veraza et impacté bien sûr par la fermeture des marchés à cause de la fameuse dermatose nodulaire contagieuse dont la ministre a annoncé ce matin à ce micro qu'elle était terminé, c'est-à-dire que c'est fini les restrictions, on va pouvoir reprendre les déplacements de bovins. Vous faites une mine boudeuse ou en tout cas une mine dubitative, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette émission. Et Quentin Mathieu, bonjour. Bonjour. Économiste agricole, pour commencer cette conversation peut-être sur l'idée que la France doive peut-être un moment montrer les muscles à nouveau pour devenir une grande puissance agricole, statut qu'on a perdu. Commençons par vous, Quentin Mathieu, pour qu'on comprenne aujourd'hui l'état de l'agriculture en France. Concrètement, ça se résume en combien de chiffres? Ça se résume en combien de données? Alors, il y a un chiffre que l'on peut retenir et qui est très significatif en 2025, c'est l'état de la balance commerciale agroalimentaire française, qui est un indicateur parmi d'autres de compétitivité. Cette balance commerciale en 2025, elle dégage un excédent de seulement 200 millions d'euros, quand il y a encore quelques années, celle-ci dégageait un excédent de 7 milliards d'euros et même jusqu'à 10 milliards d'euros. Donc on voit qu'il y a un recul très significatif aujourd'hui de la ferme France dans sa présence sur les marchés mondiaux et qui est l'un des symptômes de sa perte de compétitivité aussi bien à l'international mais également sur ses propres parts de marché en interne. Je vous donne un autre chiffre clé qui est assez frappant quand on regarde aujourd'hui la viande servie en restauration hors foyer. Donc ça concerne la restauration collective, la restauration commerciale. La viande servie dans les assiettes de Français est 60% importée, majoritairement en provenance des pays de l'Union européenne, mais qui montre que la France perd des parts de marché sur son propre domaine, alors qu'on a le premier cheptel à l'échelle européenne. Donc on voit qu'il y a une véritable aujourd'hui désynchronisation, aussi bien vers l'extérieur que sur les marchés intérieurs. Et est-ce que du côté du terrain, vous pouvez également nous dire à quoi ressemble le monde agricole? Et je me tourne naturellement vers vous, Daniel Palot, vous qui êtes éleveur de Gascogne des Pyrénées. Aujourd'hui, quand on est éleveur comme vous, mais ça ressemble à quoi? C'est une succession de crises et c'est une moue dubitative quand j'évoque la levée des fonctions suite à la dermatose nodulaire. Expliquez-nous pourquoi. Pourquoi? Parce que ça fait une dizaine d'années qu'on traverse crise sur crise, notamment des crises sanitaires, MHE, FCO, des crises climatiques où nous, moi je parle aussi de ma région, dans le sud, il y a des canicules infernales, des hivers où il pleut énormément, les saisons qui sont complètement démarquées. Et effectivement, pour rentrer un peu plus profond dans ces crises sanitaires, on vient de traverser quelque chose de terrible dans le sud de la France. Après les Savoies, ça a été les Pyrénées-Orientales, puis l'Ariège et la Haute-Garonne qui ont été impactés par cette DNC. Et on a subi un protocole, on l'a subi vraiment, parce qu'on a été contraint de vacciner tous nos animaux. À partir de là, on a eu tous nos animaux qui étaient bloqués pendant 14 mois à l'exportation, sauf que les 14 mois, on ne nous l'avait pas dit, ils commençaient 4 mois après les 14 mois, donc ça faisait 18 finalement. Donc on attendait le temps d'incubation nécessaire des 4 mois, et après encore les fameux 14 mois d'attente. Tout à fait, oui, tout à fait. Et là, on a tous vacciné, on est tous dans une zone vaccinale, et maintenant le protocole, il n'a toujours pas bougé, en fait. Mais la ministre assure pourtant au micro de Sud Radio ce matin que ça y est, toutes les sanctions sont levées. Progressivement, on va pouvoir à nouveau commercer, on va pouvoir à nouveau déplacer les bovins. Vous êtes quoi? Beaucoup plus réticent, dubitatif? Vous dites oui, peut-être, mais en réalité, quand on regarde le protocole attentivement, ce n'est pas la réalité? Les animaux sont tous vaccinés. Donc, et en plus, on est en hiver, la propagation des insectes piqueurs, elle est évidemment moindre que dans les périodes plus chaudes. Donc nous, on est un peu plus prudents, on attend le printemps pour voir si ça repart pas. En plus, il y a des animaux qui vont revenir dans notre région qui seront des animaux naïfs, qui ne sont pas vaccinés.
Et le protocole, c'est qu'ils doivent revenir chez nous non vaccinés et les vacciner chez nous. Donc c'est des bombes à retardement. Et on a des animaux qui sont regroupés à coût de 1500 sur des estives. S'il y a un de ces animaux qui sort positif, qu'est-ce qu'on fait? On les abat alors qu'on a tout vacciné? Non, on ne peut pas l'accepter en fait. Donc qu'est-ce que vous demandez à la ministre de l'Agriculture qui était une fois de plus à votre place il y a moins d'une heure? Vous lui dites qu'en réalité, ça c'est très bien, on a fait on va dire le plus dur avec ce protocole qui était très difficile. Maintenant que la plupart des bovins sont vaccinés, il faut changer de méthode? Mais évidemment, il faut revenir sur ce protocole. Une fois que c'est vacciné, on ne peut plus, c'est pas acceptable de tuer des animaux qui sont protégés, qui sont vaccinés. Non, c'est pas acceptable en fait. Et donc c'est un débat qu'on suivra attentivement, en tout cas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, sur le changement de ce protocole. Quentin Mathieu, économiste agricole, Daniel Palot, éleveur de Gascogne des Pyrénées à Veraza, pardonnez-moi. La question qu'on se pose ce matin, c'est: la France a-t-elle encore les moyens d'être une puissance agricole? Je me tourne vers l'expert des chiffres, vers vous, Quentin Mathieu. Est-ce que quand vous voyez une certaine situation, d'abord avec vos nombreuses compétences, est-ce que oui, la France a encore les moyens d'être une puissance agricole? Alors oui, elle en a encore les moyens. C'est que pour l'instant, elle est située sur un chemin, je ne vais pas encore dire du déclin, mais on voit bien qu'il y a un changement de hiérarchie aujourd'hui de la France, ne serait-ce qu'en comparaison de ses voisins européens. On présente souvent la France comme la première puissance agricole européenne. C'est vrai quand on regarde la valeur de sa production agricole. Par contre, quand on regarde la valeur ajoutée de la production agricole, la France aujourd'hui apparaît dépassée par l'Espagne, par l'Italie. Et quand on regarde les chiffres aussi de la balance commerciale agroalimentaire, idem sur ces 10 dernières années, l'Espagne est passée devant nous, la Belgique est passée devant nous, la Pologne est passée devant nous, l'Italie va également passer devant nous. Donc on voit qu'on est en train de régresser dans la hiérarchie des puissances agricoles. Et pour compléter votre propos, Dominique Chargé, qui était notre invité tout à l'heure et qui est le président de la coopération agricole, en plus bien sûr de ses activités d'agriculture, nous rappelait ce chiffre qui sont en lien malheureusement avec ce que vous dites, Quentin Mathieu, que quand nous avons augmenté notre production agricole de 13 à 16% depuis 2019, écoutez bien, celle de l'Espagne, puisque vous l'évoquiez, a bondi de 32% et celle de la Pologne de 76%. Ça veut dire que là aussi, on fait des choix et visiblement ce ne sont pas les meilleurs. On fait des choix effectivement qui sont à rebours aujourd'hui des tendances. Et en fait, il y a un secteur qui est très symptomatique sur ça. Je prends l'exemple de la volaille. Quand on regarde la trajectoire de la production et la consommation de volaille en France, il y a quand même un chiffre qui est extrêmement marquant. Dans les années 90, la France produisait plus de 2,2 millions de tonnes équivalent carcasse de volaille. Aujourd'hui, on en produit 1,7. Dans le même temps, la consommation de volaille en France a bondi de plus de 57%. On est totalement à la traîne. Et il faudrait en fait l'équivalent de cette production des années 90 pour couvrir l'ensemble aujourd'hui de la consommation de volaille française de 2026. Donc on voit bien qu'il y a eu des choix qui ont été faits, politiques, il y a des trajectoires qui ont été impulsées, qui finalement ont été à rebours des tendances de consommation alimentaire des Français, qui expliquent qu'on n'arrive pas aujourd'hui à couvrir la consommation française avec ce que produit la ferme France. Il y a une désynchronisation aujourd'hui entre l'appareil de production et la consommation. Daniel Palot, vous qui avez les mains dans le cambouis de l'agriculture en France, qui participez au bon fonctionnement de cette machine agricole France, est-ce que vous, l'éleveur de Gascogne des Pyrénées à Veraza, constatez aussi les mêmes choses? Comment vous apercevez, si vous voulez, les problèmes français, vous, dans votre quotidien? Quels sont les fois, face à une réglementation très tatillonne, face à un choix qui a été pris, face à une décision qui vous tombe dessus, où vous vous dites vraiment, voilà, ça, c'est typiquement ce qui fait qu'on a des bâtons dans les roues, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer concrètement? Mais monsieur parlait de l'Espagne, parlait de l'Italie. En fait, on ne peut pas se mettre en face de pays comme ça. Pour l'instant, on est accablé par les normes. Donc évidemment, c'est compliqué de lutter. Pour tous ceux qui nous tous ceux qui nous écoutent, les normes auxquelles vous faites face, c'est quoi? Donnez des exemples très précis. C'est quoi? C'est, je sais pas moi, sur la taille des bâtiments, sur la façon de traiter vos animaux. C'est quoi les normes aujourd'hui qui vous agacent? Les normes, moi, qui m'agacent personnellement. J'avais un élevage de porc. En plus d'un petit atelier plein air où on faisait du porc. Et il y en avait beaucoup dans ma région qui s'étaient développés comme ça. Ça relançait l'abattoir. On a un petit magasin local où on arrive à le livrer. Circuit court. Voilà. Contrôle de la DDCSPP. Mise aux normes. On me dit mise aux normes. Mise aux normes, c'est quoi mise aux normes dehors? En fait, on a les mêmes charges que des grands bâtiments industriels. En fait, on ne peut pas, parce que ce n'est pas du tout les mêmes méthodes pour produire que l'on a nous. C'est des sas d'entrée, c'est des clôtures, c'est des bottes se changent entre chaque parc, mais on fait que ça toute la journée. Donc voilà. Et après, il y a toutes ces normes, ces interdictions de produits, toutes ces interdictions de traitement sur la vigne ou peu importe sur quoi.
Mais l'agriculteur français est assommé par les normes et par l'administration en fait. Et sur cette idée à un moment qu'on devrait montrer quand même les muscles à nouveau, essayer d'être une puissance, est-ce que vous avez confiance tout simplement dans ce narratif, dans cet objectif où vous dites quand je regarde ma situation, moi c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire, c'est impossible à mon niveau aujourd'hui, je suis trop empêtré de normes, ou même on ne me laisse pas faire suffisamment comme je veux, ou ça ne gagne pas assez, je n'ai pas une rémunération qui me permet de penser ça, parce qu'on veut peut-être redevenir une puissance agricole, mais moi déjà j'ai du mal à me payer à la fin du mois. Ah mais ça c'est sûr. Mais le problème c'est qu'il faudrait que quand même l'administration française, ils oublient un peu les agriculteurs et qu'ils leur fassent un peu confiance quand même. C'est chez nous, c'est nos pays, on ne veut pas les polluer, on ne veut pas les dégrader, on veut les protéger et on veut produire dessus correctement pour alimenter les filières locales ou nationales. Et on veut aussi pérenniser notre métier, quoi, parce qu'on l'aime, on aimerait le transmettre. C'est quoi votre appel ce matin à tous les Français qui, que ce soit en Gironde quand ils s'opposent à une ferme de saumon, que ce soit dans le Limousin où il y a un grand bâtiment pour une ferme de 2100 bovins, ici au Pose, quand ce sont la construction pas forcément d'une méga bassine mais juste d'une bassine où il y a des recours en justice, qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Mais vous ne pouvez pas manger de la qualité si vous ne la laissez pas se faire à côté de chez vous? Exactement. On peut pas vouloir des choses et dès qu'il y a un projet qui se fait aux portes de votre maison, être systématiquement opposé pour des raisons écologiques qui sont souvent pas valables en fait. C'est ça la plupart du temps ce que vous ressentez. Je vous propose messieurs qu'on poursuive cette discussion sur Sud Radio en direct donc de ce salon de l'agriculture jusqu'à 10h. On sera rejoint également par le secrétaire général des jeunes agriculteurs pour ajouter aussi une voix à ce débat. On va continuer. Est-ce que les normes tatillonnent? Bien sûr que c'est un problème et on l'a compris en discutant avec vous. Mais il y a aussi cette question en effet des bâtiments qui ne peuvent pas toujours se construire à côté. Puis plus largement le métier d'agriculteur, faut-il mieux le considérer, mieux le valoriser? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des effets concrets? J'imagine qu'on va éviter de faire une loi d'urgence agricole chaque année, ça pourrait nous aider à avancer peut-être un peu plus sereinement. Suite de la conversation sur Sud Radio et en direct du stand de la coopération agricole avec Quentin Mathieu, économiste agricole, Daniel Palot, éleveur de Gascogne des Pyrénées à Béraza, et on l'a compris, impacté bien sûr par la fermeture des marchés de la dermatose nodulaire. Et puis on sera dans une poignée de secondes également avec le secrétaire général des jeunes agriculteurs. À tout de suite. En direct du Salon international de l'agriculture depuis le stand de la coopération agricole, le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Suite de la discussion sur l'antenne de Sud Radio en direct jusqu'à 10h, encore une poignée de minutes ensemble depuis le stand de la coopération agricole et ce thème en tout cas qui nous anime avec Quentin Mathieu, économiste agricole, Daniel Palot, éleveur de Gascogne des Pyrénées et Quentin Le Guillou qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le secrétaire général du syndicat Les Jeunes Agriculteurs. On était en train de se poser une question sur laquelle évidemment votre regard est intéressant concernant la problématique de la France. A-t-elle encore les moyens de devenir une grande puissance agricole? À l'instant, Quentin Mathieu nous rappelait les chiffres quand même avec pour illustrer la balance commerciale agricole qui est quand même pas folichonne. À l'instant, Daniel Palot nous rappelait accessoirement qu'il y a aussi un métier d'agriculteur qui a connu des crises vraiment à non plus pouvoir, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient également sanitaires. Vous, quel est votre regard aujourd'hui sur le métier d'agriculteur? Est-ce qu'il a encore aujourd'hui des chances en effet de pouvoir faire de la France une grande puissance agricole? Je pense que ça va être possible. Par contre, il va falloir y mettre les moyens. Que ce soit des moyens financiers, c'est une chose, mais des moyens pour aller chercher des jeunes, pour accompagner les agriculteurs actuels sur une transition, parce que dit, il y a un changement climatique qui est en train d'opérer fortement sur le territoire français. Donc il faut qu'on arrive à anticiper ce changement climatique avec des cartes. Est-ce qu'on peut faire ça, anticiper Aujourd'hui, je pense qu'on a des cartes, on est capable de se parler de 1, 2, 3 degrés, on est capable de regarder par région le changement climatique qui va s'opérer. Et une fois qu'on va pouvoir cerner ça, regarder ce qui manque. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, il nous manque des œufs, on sait qu'il va nous manquer encore, que ça soit sur la volaille chère, il nous manque encore de la production, que ça soit sur les céréales, on peut aller chercher une dynamique. Alors Quentin Le Guillou, je suis navré, vous venez au cœur de la discussion qu'on a laissée avant la pub, qui est le nombre de Français. Alors produire, tout le monde veut produire. La ministre qui était à ce micro tout à l'heure disait oui, nous aussi on veut produire, les agriculteurs veulent plus produire. Mais le problème, ce sont les habitants généralement de ces régions, de ces territoires ruraux qui disent mais nous on ne veut pas du poulailler à côté, on ne veut pas du bâtiment agricole avec les 2100 bovins. Qu'est-ce que vous leur dites à ces Français ce matin? Qu'en fait il va falloir qu'ils nous disent soit on nous laisse un poil produire et soit on essaye de réalimenter des territoires. Là on parle quand même il y a certains territoires où aujourd'hui on n'a plus d'agriculture, il n'y a plus d'abattoir, il n'y a plus d'élevage.
moi, il n'y a pas de problème, mais derrière, quand les gens ils viennent me dire, et qu'on entend à la télé, qu'il n'y a plus de médecins, qu'il n'y a plus d'école, qu'il n'y a plus de tout ça, bon bah voilà, si on veut réarmer un peu, comme tout le monde dit la France, si on veut réarmer la souveraineté alimentaire, si on veut redonner une dynamique, il va falloir qu'on arrive à reproduire. Et moi demain, s'il faut monter un abattoir dans un département comme l'Indre ou n'importe quoi, où aujourd'hui on est en pleine décroissance malheureuse de la ruralité, j'irai le soutenir. Et si demain il faut remonter 7, 10, 15, 20 poulaillers ou une dizaine de bâtiments dans un département... Et comment aller convaincre tous ces Français réticents? Une fois de plus, regardez, on prenait avec la ministre et tout au long de cette matinale un exemple très concret, et je vais entendre ensuite Quentin Mathieu et Daniel Palot également sur ce sujet, de cette ferme agricole, enfin de cette ferme de saumon en Gironde, où là ce sont des habitants qui ont simplement une résidence secondaire qui écrivent pour dire mais de cette ferme on n'en veut pas. Comment on fait pour que ces Français tout d'un coup aient justement l'envie d'avoir un petit bâtiment agricole ou envie de soutenir concrètement l'agriculture? Malheureusement, il va pas falloir laisser trop le choix. Soit, quand on regarde aujourd'hui dans la loi et que si l'agriculteur a réussi à avancer, qu'il a eu l'accord de la mairie, qu'il a eu l'accord des préfets, qu'il a eu l'accord des DTT, qu'il a eu l'accord de tout le monde, banco, on y va. Il faut avancer. Et aujourd'hui, refaire de la biodiversité, monter des haies, pouvoir cacher ou construire intelligemment le bâtiment, c'est possible. Et il va pas falloir qu'on se laisse trop embêter par 2 ou 3% de population qui vont venir et qui vont nous dire non, on veut pas de bâtiment. Aujourd'hui, on sent qu'on a des gens qui nous soutiennent derrière. Quand on regarde un peu les chiffres et certains sondages, on parle de 80% de gens qui aiment les agriculteurs et qui veulent plus d'agriculture française sur le territoire. Regardons plutôt ces chiffres-là et regardons ceux plutôt qui nous soutiennent. Daniel Palot, comment vous réagissez justement aux propos de Quentin Le Guillot qui dit mais moi j'irai un par un, français par français, aller les convaincre de la nécessité des bâtiments agricoles. Vous au quotidien, vous avez aussi cette, j'aime pas le terme mais utilisons-le franchement, cette schizophrénie française de gens qui aiment leurs agricultures, de Français qui aiment leurs agriculteurs, mais qui derrière, quand il s'agit de sacrifier peut-être un peu de confort, là ça file à l'anglaise comme on dit. Oui, après il faut pas non plus être alarmiste sur ce que aiment les Français ou pas. Les Français ils aiment les agriculteurs, mais il y en a une poignée et ils ont trop de paroles en fait. Ils ont trop de paroles, ils sont trop suivis par la justice. Chaque fois que ça va en justice, ces histoires, c'est eux qui gagnent. C'est pour ça le problème. Si on remettait ces gens à leur place, si on les laissait là où ils sont, et si on nous laissait vivre tranquillement sur nos territoires, il n'y aurait pas de problème. Il y a des maires, il y a des préfets, il y a les préfets de région, tout ça, c'est à eux à décider. Et c'est à nous les défenseurs de ces territoires ruraux. Et je l'ai dit tout à l'heure, laissez-nous, faites-nous confiance. En fait, on aime vivre chez nous et on le respecte. Quentin Mathieu, économiste agricole, rappelait aussi l'importance de réindustrialiser le pays. Alors à une échelle, on va dire, beaucoup plus globale, mais également dans l'agriculture. C'est indispensable pour répondre à cette question de l'avenir de la France en tant que puissance agricole. Exactement, et il y a un parallèle qui est saisissant, comme vous dites, avec l'industrie. En France, pour installer une usine, il vous faut au moins 3 ans, sans compter les délais, les recours. Dans d'autres pays européens, il vous faut à peine 1 an. Et le secteur agricole aujourd'hui est confronté à la même problématique. C'est important de parler de l'industrie effectivement parce que s'il y a de l'amont, il faut aussi un aval pour pouvoir transformer, pour pouvoir porter les produits agricoles. C'est ce que nous disait Christiane Lambert tout à l'heure, parce que quand on fait des lois pour s'assurer de l'équité des prix partout, on a un problème, c'est que tous ceux qui sont en fait dans l'intermédiaire de la chaîne, dans le milieu de la chaîne, notamment dans la transformation, eux, il n'y a rien qui est fait pour eux. Donc il faut penser à toute la chaîne. Il faut penser à toute la chaîne, et la réalité aujourd'hui des chiffres, c'est qu'après un très profond mouvement de désindustrialisation au milieu des années 2000-2010, avec la crise économique et financière, la France renouait avec des installations d'usines, sauf que depuis maintenant 2 ans, la courbe est en train de s'inverser. De nouveau, on fait face à davantage de fermetures que d'ouvertures d'usines agroalimentaires. Donc on est en train non seulement de se désagroutiliser, mais aussi de se désindustrialiser à nouveau sur cette partie aval de la chaîne de valeur. Quentin Le Guillot, mais également Daniel Palot, éleveur de Gasserine des Pyrénées-Aversa, tous les deux, vous constatez aussi ce délai excessif à chaque fois que vous prenez une initiative. Vous le racontiez tout à l'heure, mon cher Daniel, à savoir que dès que vous prenez une initiative ou dès que vous avez une activité, il y a un organisme à l'organigramme dont seule la France a le secret qui vient toquer à votre porte en vous disant vous n'avez pas le tablier, vous n'avez pas le bon changement, vous n'avez pas la bonne température. Ça aussi, c'est un questionnement et des réflexions au quotidien. Totalement. On passe notre temps en fait à déjà anticiper, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on va faire. Là, hier soir, je discutais avec un agriculteur qui est en train d'essayer de
réorganiser son exploitation, de pouvoir faire une petite retenue d'eau pour pouvoir amener une nouvelle culture sur son exploitation. Là, il va remplir un dossier qui fait 250 pages. Il va se retrouver avec... 250 pages. Oui, avec 250 pages et qui va se retrouver avec 15 ou 20 000 euros pour payer un audit qui va pouvoir l'accompagner pour remplir ces 250 pages, qui va se retrouver, et il me l'a dit parce que ça parle déjà dans sa commune, avec potentiellement des recours, et en gros tout ce qui va se passer pour faire sa retenue va durer 3 ou 4 ans. Enfin, aujourd'hui, il faut que ça accélère, il faut que ça aille beaucoup plus vite. Et j'ai un exemple tout simple. Aujourd'hui, en Ile-de-France, un poulailler de 30 000 poules, c'est entre 5 et 6 ans pour sortir de terre. En moyenne. Hein. En moyenne ici en Ile-de-France. Donc c'est pas normal. Normalement, aujourd'hui, les constructeurs nous parlent de 18 mois pour sortir un poulailler. On nous parle d'urgence et qu'il faut reproduire et qu'il faut se dépêcher parce qu'on manque d'œufs et on en importe. Donc il y a un moment, il faut écourter ces délais, il faut simplifier un peu tout ça. Et puis, c'est ce qui a été dit, quand on a les accords, on y va, quoi. Quentin Mathieu, Daniel Palot et Quentin Le Guillou, à tous les trois pour clore cette conversation, j'aimerais vous poser une question. Tout à l'heure, on était avec l'un des représentants de la filière viticole qui nous disait en réalité, moi je suis venu avec vraiment une feuille longue comme le bras avec certaines problématiques à résoudre et je ne peux pas dire qu'en sortant du salon de l'agriculture, j'ai eu des réponses à mes nombreuses questions. Est-ce que vous êtes sur la même ligne, à savoir qu'aujourd'hui, le salon de l'agriculture ne permet plus, notamment avec les politiques, d'avoir des réponses concrètes à nos questions? Quentin Le Guillou, je vous sens dubitatif, vous qui êtes le secrétaire général des jeunes agriculteurs. En fait, on est quand même sur une édition assez particulière cette année. Moi, je suis à regret de certains côtés politiques qui, on sent bientôt une élection présidentielle qui commence à pointer son nez d'ici un an, et certains profils politiques venir plutôt nous survendre et nous dire à nos côtés avec une ambition plutôt politique de court terme, donc fortement dommage. Nous de notre côté chez JA, chez Jeunes Agriculteurs, on n'a rien lâché de ce salon. Nous on parle des plans et contrats d'avenir, c'est ce qui a été dit. Il va falloir remettre tous les acteurs autour de la table, que ça soit du consommateur, de la GMS, des interfilières, des professionnels, des agriculteurs, et qu'on arrive à relancer une dynamique française très rapide. Daniel Palot, sur ce sujet, est-ce que pour vous c'est encore un rendez-vous important, un rendez-vous clé, le salon de l'agriculture aujourd'hui? Oui, c'est un rendez-vous important évidemment, sinon on ne serait pas venu. On a laissé nos vaches chez nous, donc on est venu sans ça. Donc vous comprenez bien que si on ne mesurait pas l'importance du salon de l'agriculture, on ne serait pas là. Et pour vous, d'un mot, d'un point de vue économique, Quentin Mathieu, le salon de l'agriculture, encore un rendez-vous important, y compris d'un point de vue business, pour parler très cash, ça reste aujourd'hui incontournable. C'est toujours un rendez-vous incontournable, mais clairement pour les pouvoirs publics, j'espère en tout cas qu'il ne faut pas attendre le salon de l'agriculture pour résoudre les problèmes. L'agriculture a besoin qu'on résolve ces problèmes de façon quotidienne, et je pense qu'aujourd'hui le mot qui est le plus important, c'est qu'il faut un cap. Il faut aujourd'hui un cap, il faut une direction claire. Certes, les élections présidentielles, les échéances politiques arrivent, ils vont devoir revoir ça, mais il faut effectivement que un cap et un tout petit peu de visibilité accessoirement pour tous ceux qui travaillent les agriculteurs dans ces secteurs. Merci beaucoup Quentin Mathieu d'avoir été avec nous, économiste agricole. Merci beaucoup à Quentin Le Guillou d'avoir été avec nous, secrétaire général du syndicat Les Jeunes Agriculteurs. Et merci beaucoup Daniel Palot d'avoir été avec nous également, éleveur de Gascogne, des Pyrénées à Veraza, pour répondre à cette question. En tout cas, tenter d'y répondre. La France a-t-elle encore les moyens d'être une puissance agricole? Et puis également pour tous les auditeurs qui nous écoutaient, il y avait moyen de jouer. Il suffisait d'envoyer un seul mot qui était le mot Sud par Sud Radio par SMS au 7 20 18. Le mot Sud par SMS au 7 20 18. Depuis le début de la semaine, on vous fait gagner un peu de liquide, un peu de monnaie, comme on dit, un peu de flouze, un peu de Grisby, pour en faire absolument ce que vous voulez à l'occasion de la sortie du nouveau titre de John Maman, Ça passe. J'ai donc une enveloppe formidable. On a eu la bonne idée d'ailleurs de me mettre la photo de Perico Légas, c'est-à-dire que c'est moi, mais après le salon de l'agriculture, et vous remporterez donc la somme de 200 €. Et je félicite donc l'amie auditrice qui vient de gagner, qui est Marine de Pessac. Félicitations à vous, parce que dans l'enveloppe il y avait la jolie somme de 200 €. Félicitations. Et j'en profite également sur ce stand de la coopération agricole pour annoncer que l'émission de l'ami Vincent Ferniaud, que vous retrouvez donc tous les dimanches de 10h à 11h, sera également en direct bien sûr du salon de l'agriculture. Je remercie également la coopération agricole d'avoir accueilli si bien pendant toute cette semaine évidemment les émissions de Sud Radio. Je remercie également les équipes techniques, dont le camarade Mika dont c'est l'anniversaire, joyeux anniversaire, et bien sûr toutes les équipes de Sud Radio qui déjà au quotidien se démènent pour que cette radio rayonne absolument et gagne tous les jours de nouveaux auditeurs. C'était un plaisir que de partager cette expérience. Dans un instant, Valérie Expert pour Mettez-vous d'accord, comme d'habitude. Belle matinée sur Sud Radio. Moi je vous retrouve demain dès 6h.